merci à vous tous. Merci, monsieur. Au milieu du XVIIe siècle, en 1687, très exactement, le moraliste Jean de la Bruyère, qu'on connaît pour ses caractères, écrivait à propos des paysans français, je cite, « L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par les campagnes, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet, ce sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. » Vous imaginez l'horreur. Voltaire, en 1769, un petit siècle plus tard, désireux de dénoncer l'oppression subie par les paysans de la part des évêques, qui régissent le carême, écrivent « Est-il quelqu'un qui ignore que nous ne mangeons jamais de viande ? Peu d'entre nous ont la consolation d'un bouillon gras dans leur maladie. » Fin de citation. Jolie description qui donnera des idées aux hommes des Lumières au siècle suivant. Le paysan est un abruti arriéré, penché sur la glèbe. Il boit de l'eau, il se nourrit mal de pain noir et de racines. Il mérite, je mets des guillemets, de pouvoir manger de ce pain qu'il a semé et qui nourrit les autres hommes. Il est difficile de ne pas souhaiter à un tel arriéré de bénéficier du progrès. Le progrès, vous avez compris, ce sera la révolution. En tout cas, ce sera les Lumières. Une petite plongée dans l'histoire de la communauté paysanne va nous montrer autre chose. Au commencement était la communauté, ou la commune. En 1590, un jurisconsulte appelé Guy Coquille écrit « Avant que les propriétés des choses fussent distinctes, tout était public et commun. Les premiers auteurs des lois qui ont réglé les peuples pour les faire vivre en paix ont réservé au public pour demeurer en sa première nature ce qui était nécessaire pour tous ensemble. Suivant ce peut dire que le seigneur d'un pré en prairie n'est pas seigneur de la pleine propriété, mais seulement pour s'en servir selon ce que la coutume lui a donné puissance et permission. C'est ce qu'on appelle la tradition, et cette tradition paysanne est communautaire. Tous les villages possèdent des communaux qui leur appartiennent en propre, des bois, des prés, des champs. Le village est attaché aux biens communaux dont, toujours d'après le jurisconsulte, l'usage appartient à tous et la propriété à personne, parce que ces sortes de biens sont appelées choses de l'université dont l'aliénation est prohibée. Aucun propriétaire, à l'époque, fût-il seigneur, ne peut interdire que les paysans y envoient leurs bêtes. Les champs sont ouverts à tous, quel que soit le propriétaire. Ce qui est commun au village apporte la nourriture pour les bêtes, qui vont apporter à leur tour l'engrais pour les cultures, le bois de chauffage ou le bois d'œuvre, les liens pour la moisson, l'osier pour la vannerie, le chaume pour les toits, les herbes pour la litière. Celui qui n'a rien y est chez lui et il ne meurt pas de faim. La vaine pâture est pratiquée partout au royaume de France. Alors je me contente de la France, c'est bien évidemment la même chose partout en Europe, mais je me contente de parler de ce que j'ai étudié. La vaine pâture est pratiquée partout. Elle est le droit correctif à la propriété privée qui a grandi partout. Une fois le blé et le foin engrangés, le blé et le foin de celui qui possède le champ, la terre redevient vaine, c'est-à-dire vide. Le plus pauvre des paysans, celui qui ne possède pas de terre, peut avoir des bêtes et s'en nourrir. Il lâche donc les bêtes sur les champs qui redeviennent communs. Grâce à la communauté, le pauvre vit sans manquer de rien. La propriété est donc très sévèrement limitée par le droit de la communauté. Par le droit général de la France, écrit Coquille, toujours le même jurisconsulte du XVIe siècle, les héritages ne sont en défense et en garde que quand les fruits sont dessus. Et quand ils sont enlevés, la terre, par une espèce de droit des gens, devient commune à tous les hommes, riches et pauvres également. Le seigneur
est soumis également aux règles et aux mêmes servitudes que les autres. Les pâturages appartiennent à tous et le seigneur n'y a aucun droit particulier. Il y fait paître ses propres bêtes, ni plus ni moins que les autres membres de la communauté. Le seigneur qui fait battre les étangs pour faire taire les grenouilles par ses manants, vous savez, c'est ce qu'on a raconté lors de l'abolition des privilèges le 4 août 1789, on a raconté que le seigneur, le voluptueux seigneur, faisait battre les étangs pour faire taire les grenouilles. C'est évidemment un fantasme. D'abord parce que de battre les étangs ferait certainement infiniment plus de bruit que les coassements des grenouilles, mais c'est un fantasme, c'est une calomnie. Il est bien évident que ça n'a jamais existé. C'est une plaisanterie grossière et il y a toujours des gens pour croire ce genre de choses, surtout quand ça vient de haut. Comme chef de la communauté, le seigneur se fera respecter s'il respecte la communauté. Et ça sera le prix. Les droits communautaires sont multiples et les paysans y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Les paysans ont clairement conscience que la terre leur appartient communautairement, mais leur appartient et n'appartient pas au Seigneur. Toute l'influence des Lumières, du mouvement des Lumières, consistera à saper cette tradition et à la remplacer par l'individualisme auquel on donnera le joli nom de liberté. Ce sera la liberté de clore les champs, donc de les soustraire aux usages communs comme la vaine pâture. La vaine pâture n'est possible que s'il n'y a pas de clôture au champ. La liberté d'aliéner les communaux, c'est-à-dire de les vendre. Les communaux appartiennent à la commune, il est interdit de les aliéner. Et petit à petit, la liberté d'aliéner va faire son chemin. La liberté de vendre ses produits aux plus offrants au lieu de les apporter au marché. La règle de la communauté veut que si vous avez du surplus, vous allez les porter au marché le plus proche et pas ailleurs. Et si quelqu'un vient vous acheter vos produits pour aller les vendre ailleurs, il se fait rattraper par la maréchaussée, ça lui coûtera très, très, très cher. Ça s'appelle la police des subsistances. Cette liberté nouvelle des Lumières plongera la paysannerie dans la pauvreté au milieu de l'abondance. À la veille de la Révolution, le paysan, victime de cette avancée des Lumières, perdra 80% de son pouvoir d'achat en un demi-siècle. Toutes les calamités qu'il a connues dans l'histoire avaient pour cause majoritairement les guerres. Là, c'est l'horreur en temps de paix. Il n'y a plus de terre disponible pour le paysan, il n'a plus d'argent, il n'a plus de bétail, c'est-à-dire qu'il a du bétail, mais il n'a plus où l'envoyer paître gratuitement. Il a froid et il a faim. Il a froid parce que les bois se sont fermés, les bois communautaires se sont fermés, et il a faim parce que s'il n'a plus les bêtes, enfin, je veux dire, il y a un cercle vicieux. Perdre 80% de son niveau de vie en 50 ans, c'est une calamité, c'est une horreur, et ça, non, les Lumières, ça commence aux alentours de... Enfin bon, les Lumières commencent aux alentours de 1740, mais là, le processus qui a mené est un peu plus long que ça. On a beau de dire que c'est l'ancien système qui est responsable de cette misère de la paysannerie, alors que ce n'est pas l'ancien système, c'est le nouveau. C'est le progrès. Comment fonctionnait la communauté paysanne? La communauté paysanne se gère elle-même. Elle-même. Comment ça se passe? Nous sommes dimanche, à la sortie de la messe. Tout le monde va à la messe. Vous voulez connaître le nombre d'habitants d'une commune, vous arrivez le dimanche matin, vous comptez le nombre de paroissiens et vous demandez au curé combien il y a de malades et de mourants. Vous faites la somme et vous avez la totalité. Tout le monde va à la messe. À la sortie de la messe, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est le royaume de France. Tout le monde va à la messe au royaume de France. Tout le monde est en habit de fête. On ne s'habille pas n'importe comment pour aller à la messe. Femmes et enfants rejoignent les domiciles pour préparer le repas. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes? Eh bien, ils s'assemblent autour de l'arbre. Ils sont debout ou assis sur des murettes et ils vont délibérer et voter toutes les décisions qui concernent la communauté. Alors, comment on fait quand il pleut? Eh bien, quand il pleut, on trouve autre chose. On va soit, s'il y a un porche à l'église, on y va, soit on va à l'intérieur de l'église s'il y a autre chose, sinon on va à l'école. On trouve toujours le moyen. À la sortie de la messe, les hommes se rassemblent pour prendre les décisions concernant la communauté. Que les hommes? Non, non. Que les chefs de famille. Donc, si une femme est chef de famille parce qu'elle est veuve, elle participera. C'est-à-dire que ça n'est pas une représentation par personne, c'est une représentation par foyer. Si le chef du foyer est un homme, comme c'est la majorité des cas,
c'est lui qui siège. Si c'est une femme, elle siégera. C'est comme ça. On peut être électeur célibataire si on est inscrit sur un rôle de taille, c'est-à-dire si on paye des impôts. Alors, ce n'est pas pour faire une sélection par l'argent, mais si vous êtes célibataire et encore chez votre papa, vous n'êtes pas considéré comme célibataire, vous êtes considéré comme faisant partie du foyer qui est représenté par le chef de famille. Donc, si vous payez des impôts comme célibataire, ça veut dire que vous avez ouvert, vous, un nouveau feu en tant que célibataire et vous allez pouvoir être représenté, vous allez pouvoir siéger à l'Assemblée communale. Tout le monde doit être là. L'Assemblée a été annoncée de maison en maison et de porte en porte au son du tambour. Celui qui dit « j'étais pas au courant qu'il y avait une réunion », c'est vraiment qu'il est sourd. Et en plus, le curé l'a annoncé au prône, c'est-à-dire qu'on le prévient les gens plusieurs jours à l'avance et ensuite on les prévient 1 heure à l'avance. Le prêtre, quand il monte en chaire, dit « je vous rappelle que tout à l'heure, il y a Assemblée générale du village ». Donc cette réunion doit se faire dans un lieu accessible à tous, en plein air autant qu'il est possible. Il faut être au moins 10 pour que la délibération soit valide. Au-dessous de 10, on est une réunion de particuliers et on ne pourra pas nommer un procureur. S'il s'agit de voter un emprunt, il faudra 2/3 au moins des habitants pour que l'emprunt puisse être valide. Il faut être résident du village depuis 1 an pour pouvoir participer à l'Assemblée générale. On a vu aller chercher des récalcitrants. Comment ça? Il y avait une assemblée générale, elle n'était pas venue? Allez, viens ici. Viens, allez, hop, hop, on vient chercher les récalcitrants. Ça concerne tout le monde est concerné. On peut être frappé d'amende si on refuse de se rendre aux assemblées. L'amende sera prononcée par un juge. Elle peut doubler ou tripler en cas de récidive. Ne vous avisez pas de prétendre que la vie du village ne vous concerne pas. Vous êtes un habitant du village, vous devez participer. L'amende vous pourra être payée en nature, en vin, en cire, en poulet, ce qui est disponible. On a vu également sanctionner ceux qui partent avant la fin ou refusent de signer le procès-verbal. Prends ça au sérieux. Hein. Et quelle est la règle? Eh bien, c'est chaque village qui la décide. Il n'y a pas une règle commune au village, puisque c'est le village qui s'autogère. Le village a décidé que ceci ou cela. Il y a un syndic qui va représenter la communauté, ou, si ce n'est pas le syndic, c'est le juge présent, qui annonce le sujet de la délibération du jour, la décision commune qu'il va falloir prendre et qu'on a affichée sur le mur. Il y en a qui ne savent pas lire, c'est pas grave, le curé, lui, il a lu en chaire, il a lu au prône. Donc tout le monde est au courant du sujet de la délibération à venir. Va-t-on élire un agent ou un nouveau syndic, parler impôts, écoles, réparations diverses? Tout le monde a la parole. Tout le monde va participer, tout le monde va donner son avis. On va écouter les anciens. Pourquoi? Parce qu'ils sont anciens, donc on va les écouter, mais ils n'auront pas une voix supérieure. Ils auront peut-être un temps de parole supérieur, mais ils n'auront pas une voix supérieure aux autres. Ils n'auront pas plus de voix. Après la délibération, où tout le monde est invité à participer, on va voter à haute voix. L'illettrisme d'une partie des habitants interdit le vote à bulletin secret. Donc tout doit être fait pour donner la parole aux plus humbles, aux plus simples. On peut décider par exemple de faire un procès au seigneur qui a commis un abus. N'allez pas vous imaginer que c'est exceptionnel. Le seigneur qui commet des abus, c'est pas exceptionnel. Et les procès qu'on vient entendre, c'est encore moins exceptionnel. On n'hésite pas si on est sûr de son bon droit et on peut perdre ou gagner contre le seigneur. Les seigneurs qui perdent des procès, c'est chose courante. Aucune loi ne définit ce fonctionnement de la communauté. On a toujours fait comme ça, alors on continue. Ça s'appelle la tradition. La tradition chrétienne. Ces assemblées remontent à la nuit des temps. On a toujours fait comme ça, depuis que le village s'est installé, on a fait comme ça. Elles se font, ces réunions, autour d'un syndic ou d'un juge. Le juge énonce le problème à régler ou la décision à prendre. S'il s'agit d'une décision grave comme d'intenter un procès, la communauté peut ester en justice en tant que personne. Le juge peut être poursuivi par le village. Le village est une personne. Ou d'aliéner des communaux, on suivra le Conseil des Anciens sans obligation de le faire. Aucune loi n'a jamais régi ces assemblées, autre que la loi de chaque assemblée elle-même. C'est la tradition, c'est avec elle que s'est construite la France rurale. Et c'est quand l'État, que ce soit les Lumières ou la Révolution, interviendra, qu'on donnera une voix aux seuls contribuables, laissant de côté les pauvres.
On appellera ça le progrès. Turgot, dans son grand projet de réforme, a voulu qu'on ne donne une voix qu'aux propriétaires, et c'est lui qui finalement l'emportera. Alors Turgot, pour la petite histoire, Louis XVI l'a appelé en 1774, il l'a renvoyé en 1776. Turgot est mort dans l'intervalle, mais au moment où la Révolution arrive, toutes les réformes de Turgot sont passées, même dans son absence. C'est le livre que je prépare, hein, c'est le prochain ouvrage sur lequel je travaille. Comment se passe la vie communautaire? On commence par élire un syndic. Qu'est-ce qu'un syndic? Un syndic, c'est un représentant de la communauté vis-à-vis des autorités. Le village ne peut pas parler tout seul, donc il lui faut un syndic. Le syndic va parler au nom du village, ou à l'intendant, ou au seigneur, ou à ceci, ou à cela. Il n'a aucun pouvoir, aucun prestige, aucune prérogative. Il reçoit simplement le mandat de représenter la communauté auprès des autorités. Point. Il ne touche même pas. Alors, c'est une charge sans compensation. Il est juste défrayé quand il est obligé d'aller en ville. Parce qu'on ne va quand même pas prendre ça sur... c'est quand même pas lui qui va payer le déplacement. Mais c'est tout. Donc, personne ne se bat pour devenir syndic. Mais une fois que vous avez été élu syndic, il faut vous y coller. C'est vous qui allez représenter la communauté. Il est élu à haute voix et à la majorité. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que faisaient les aïeux. Et si c'est comme ça ici, c'est pas comme ça ailleurs. Figurez-vous que dans un village du Bigorre où on avait des difficultés à élire un syndic, un village a décidé qu'on allait distribuer au hasard, en tirant dans un chapeau, des grains de millet. Ils sont tous blancs sauf 4 noirs. Les 4 qui tirent les grains noirs vont se réunir pour voter, pour élire eux-mêmes le syndic. Ça s'appelle le tirage au sort, mais pas le tirage au sort pour écrire la Constitution. Hein. Tirage au sort pour désigner quelqu'un qui va faire la fonction pas du tout enviable de syndic. Et le village, comme ils ont demandé à pouvoir valider ce type d'élection, ils ont écrit au Conseil du roi, qui a dit ok, pas de problème, vous décidez comme ça, c'est bon. Et dans ce village de Bigorre, on tire au sort, non pas les syndics, mais les paroissiens qui éliront, qui désigneront le syndic. Le syndic est le mandataire des habitants, il préside l'assemblée, c'est lui qui dépense les deniers de la communauté. Il rend compte de sa gestion aux habitants et aux subdélégués. Alors qu'est-ce que c'est que le subdélégué? Vous avez dans toutes les provinces, dans des circonscriptions qu'on appelle des généralités, des représentants du roi qui sont les intendants. Et les intendants ont plusieurs subdélégués qu'ils envoient pour faire les enquêtes. Enfin, c'est l'envoyé de l'intendant. Donc, le syndic rend compte de sa gestion aux subdélégués, il soutient les procès du village, il est l'un des gardiens des papiers et des archives conservés dans l'église et renfermés dans un coffre de chêne dont il a une des clés. Il informe l'intendant des problèmes du village, s'il y a une épizootie, si les chemins sont défoncés, s'il y a des invasions de chenilles. C'est lui qui tient au courant l'autorité de tous les problèmes du village. Il veille au tirage au sort de la milice. Alors, le tirage au sort de la milice, c'est l'ancêtre du service militaire. Il organise la corvée royale, c'est la corvée royale des routes, et il organise le logement des gens de guerre de passage. C'est ce qu'on a inventé les rois pour empêcher les maraudes de soldats en mal d'autorité qui terrorisaient les villages. Donc on a organisé le logement des gens de guerre. Les biens de la communauté. Alors, quels sont les biens de la communauté? Il n'y a pas de communauté sans communaux. Il y a une communauté parce qu'il y a des biens communs. Les biens communs appartiennent au village depuis toujours. C'est aussi vieux que la mémoire le permet. Ils sont gérés en pleine propriété collective et ils sont défendus en justice contre d'éventuels abus des seigneurs. Il faut savoir que la seigneurie va avoir tendance, dans toutes les années qui se rapprochent de la Révolution, à vouloir mettre la main sur les communaux pour les privatiser, au nom de la liberté dont je vous parlais. Les communaux sont une source de revenus pour le village. Les habitants se répartissent le produit des coupes de bois, par exemple. Mais on peut également, si on a des prés, les louer et faire entrer le prix de la location de ces communaux dans le budget de la communauté. Ils sont donc l'objet de la convoitise des seigneurs qui vont tenter sans relâche de se les approprier. Or, les malheurs de la guerre, le XVIIe siècle, c'est une succession de calamités qui ont... Alors, vous avez la Fronde, vous avez la guerre. Le XVIIe siècle, c'est la Fronde et... Oh, c'est pas possible. Les guerres de religion. Les guerres de religion s'arrêtent quand même. C'est plutôt 16e et 17e siècle.
Oui, mais je parlais de guerre civile, pardon. Ma langue a fourché, bien sûr, la guerre de 30 ans, la guerre de succession d'Espagne, non, c'est la fin du siècle. Mais toute guerre, que ce soit la guerre civile qui est le plus épouvantable, parce que ce sont des armées qui battent la campagne et qui laissent... On disait que la Fronde laissait 40 km de cendres quand elle passait quelque part. 40 km de large, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus âme qui vive, plus un animal, plus un arbre, plus une maison debout. C'est absolument épouvantable. Et il y a eu bien sûr les guerres de Louis XIV, alors les guerres de Louis XIV qui ont été absolument nombreuses, et les guerres se payent, se payent sur la population, et la calamité de la guerre a fait que les paysans se sont endettés. Or, comment fait un paysan, comment fait une communauté pour rembourser ses dettes? Elle aliène ses communaux. Elle vend ses biens collectifs. C'est comme le père de famille qui vend ses meubles ou qui les brûle pour pouvoir chauffer la famille. L'appauvrissement de la paysannerie vient de là. Donc, ce sera à la cause du renversement de l'ancien équilibre communal. La communauté paysanne a fonctionné pendant très très longtemps avec un bon équilibrage de ses revenus et de ses dépenses. Mais là, le siècle le 16e et le 17e siècle ont été absolument calamiteuses pour la paysannerie et l'ancien équilibre communal a été rompu. Or, en 1667, Louis XIV va prendre des mesures autoritaires. Pourquoi? Parce que tel est mon bon plaisir, c'est comme ça que se terminent les décisions du roi très chrétien. Le roi donc va prendre des mesures autoritaires pour que les communautés puissent rentrer dans la pleine propriété de leurs communaux aliénés. Le roi va d'un trait de plume annuler les dettes des paysans et leur interdire de continuer d'aliéner leurs communaux sans en passer par l'intendant, c'est-à-dire que le roi va rendre obligatoire la demande d'autorisation de l'intendant pour intenter un procès, alors qu'avant les paysans... Alors, petite mise au point, la seigneurie va de moins en moins être seigneurie d'épée pour devenir seigneurie de robe. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les juges vont devenir de plus en plus riches, ils vont investir dans la terre, ils vont devenir les nouveaux seigneurs et gagner un procès contre des paysans quand on est un seigneur de robe ou un seigneur d'épée, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux seigneurs sont rompus à toutes les arcanes de la justice et ils savent comment berner, ils savent comment gagner un procès à tous les coups. Et ça a été une calamité. Et c'est ça que Louis XIV, par son édit de 1667, a voulu interdire en disant, en obligeant les communautés qui veulent intenter un procès à leur seigneur à demander d'abord l'autorisation de l'intendant. Et le rôle de l'intendant est de protéger la communauté contre elle-même d'abord et ensuite contre les grippe-sous qui veulent la ruiner. Les Lumières, le mouvement des Lumières ne va pas cesser de pousser les autorités à privatiser les communaux. Et le mouvement des Lumières va également atteindre les intendants. Au fur et à mesure, les intendants au début sont absolument dévoués au roi qui les veut dévouer à la communauté. Et petit à petit, le mouvement des Lumières va intoxiquer les intendants qui vont devenir de plus en plus les représentants des intérêts des nouveaux venus, des intérêts des Lumières. Enfin, le ver va être dans le fruit et les communautés paysannes vont être de plus en plus isolées par rapport à leur tradition et à leur désir de continuer comme devant. Donc, le mouvement de recul des communaux, de privatisation des communaux, il est européen au nom de la libre entreprise. Ça, c'est pas que la France, c'est partout. La libre entreprise, la liberté, c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Moi, avant, je croyais que le libéralisme, c'était bien. J'ai compris que le libéralisme, c'est de laisser le renard libre dans le poulailler libre. Hein. Et la société paysanne, sous la protection du roi très chrétien, on n'est pas libéral. Vous savez, la loi qui interdit, protège. C'est la liberté qui opprime les pauvres, clairement. Hein. C'est pas de moi, hein, c'est d'un prêtre du 19e siècle qui s'appelait Lacordaire, qui a dit entre le riche et le pauvre, c'est la loi qui protège et la liberté qui opprime. Il en a dit un petit peu plus long, mais en gros c'est ça. Donc, le village, je vous ai dit, est une communauté catholique. La communauté c'est la paroisse, et la paroisse c'est la communauté. S'il faut 10 habitants pour faire une communauté, il faut 10 maisons pour faire une paroisse. L'église est le centre de la communauté. Elle est fortifiée
À l'origine, avant qu'il y ait des châteaux forts, il y avait des églises fortifiées. Donc elles servaient de refuge avant la construction des châteaux. Le clocher, qui est vraiment la partie la plus visible de l'église, il montre l'église, il porte la cloche qui marque les heures de la journée, les heures de travail, les heures de la prière, elle sonne l'alarme ou la délibération. La délibération de l'assemblée communautaire se fait au son de la cloche. Donc tout se fait autour de l'église. On grimpe au clocher pour guetter l'approche de l'ennemi éventuel. Et si un danger guette, on sonne le tocsin. Je vous conseille, le tocsin ayant régi la vie de nos aïeux pendant des générations et des générations, nous sommes à l'ère d'Internet, vous allez chercher tocsin sur Internet et vous mettez sur YouTube, vous allez entendre ce que c'était que le tocsin. Et vous allez en frémir. Vous allez frémir. Savoir que la dernière fois, je crois qu'il a sonné, c'était en 14. Je crois que c'était en août 14. L'église, alors la cloche a une telle personnalité qu'on la baptise en lui donnant des noms de saints. L'église, la cloche fait partie, elle est une personnalité symbolique très très forte du village. L'église appartient tellement aux habitants qu'ils tiennent leurs assemblées communales où ils font la classe, là où il n'y a pas d'autre lieu. C'est-à-dire que quand on ne sait pas où aller, eh ben on va de toute façon se retourner à l'église. L'église est à nous. L'église est à nous. Le prône du prêtre est une instruction religieuse, mais c'est aussi une instruction administrative ou même judiciaire. En l'absence de journaux, c'est au prône qu'on prend connaissance de l'actualité. Une naissance, un mariage ou la mort d'un prince seront déclarés au prône. À propos, alors là écoutez bien, c'est très intéressant, à propos des filles qui cachent leur grossesse, il y a des filles qui cachent leur grossesse, donc il y a des lois pour obliger les filles à déclarer qu'elles sont enceintes, même si ça n'est pas de leur légitime époux, vous m'avez compris. Une déclaration du roi prescrivit en 1708, alors 1708 c'est Louis XIV, de lire au prône tous les 3 mois systématiquement, un édit de Henri II qui date de 1556, qui oblige toute fille enceinte à déclarer sa grossesse, dans le but de prévenir les infanticides, vous avez compris, et cet édit exposait en termes très précis les actes et les excuses de leurs auteurs. Tous les 3 mois, le roi obligé, attendez, c'est pas le fusil, c'est pas le revolver sur la tempe, le roi demande et exige que tous les 3 mois soient données toutes les raisons de ne pas permettre l'infanticide. Cette obligation sera publiée jusqu'en 1789. Devinez ce qui s'est passé à ce moment-là. Hein, il fut un temps où le pouvoir protégeait les enfants à naître, et puis il y a un événement très important qui a fait cesser cette obligation. Alors il y a eu la loi Veil, mais il y a eu également 1789, fin de l'obligation de faire connaître tous les mauvais arguments pour cacher les grossesses. Le prône sera utilisé. Alors le prône est tellement important que les autorités, quand elles vont tourner de plus en plus libérales, elles vont essayer de s'en servir, notamment lors de la guerre des farines, pour faire connaître aux paroissiens les vérités physiocratiques qui soulèvent la population. On vient de découvrir un truc extraordinaire, c'est qu'il n'y a qu'à laisser faire le marché, et puis tout le monde va s'enrichir si on laisse faire les capitalistes. Et les autorités, à savoir Turgot, hein, il porte un nom, ont essayé d'obtenir des prêtres qui prêchent ces nouvelles vérités au prône. Il y a eu quelques résistances. Turgot va véritablement tenter de se servir de l'Église pour réduire notamment le nombre de fêtes, parce que les riches trouvent que les gens sont trop souvent, il y a trop souvent de fêtes. Donc, Turgot va écrire à l'archevêque de Paris, qui s'appelait Monseigneur de Beaumont, une des grandes figures ecclésiastiques du siècle, hein, Monseigneur de Beaumont. Je me réserve un jour, quand j'aurai le temps, de vous faire une conférence rien que sur lui. Je l'ai déjà fait un peu sur l'évêque de Marseille, Monseigneur de Belzins. Là, il faut que je dise quelque chose sur Monseigneur de Beaumont. Donc Turgot a écrit à Monseigneur de Beaumont pour lui enjoindre de supprimer, je vous le donne en 1000, le lundi de Pentecôte. Écoutez ce qu'a répondu Monseigneur. « Je ne sache pas, monsieur, que le peuple se soit jamais plaint lui-même des fêtes qu'il célèbre depuis tant de siècles, et que vous le plaigniez de célébrer. Ces fêtes existaient quand Colbert portait nos manufactures au plus haut degré de prospérité et rendait jaloux de l'industrie française les peuples voisins, sans en excepter ceux qui avaient secoué le joug des fêtes en même temps que celui de l'Église. » Suivez mon regard, c'est les protestants. Il y a, Voltaire se réjouissait qu'en pays protestant, on devait être 2 tiers plus riches, puisqu'il y avait 2 tiers de fêtes en moins, je crois, hein, quelque chose comme ça. Il avait fait un calcul de ce genre-là. Vous êtes ennemis, dit-il, de toute espèce d'oppression. Bien sûr, autoriser les fêtes, c'est empêcher les gens de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà. Donc vous êtes ennemis de toute espèce d'oppression, mais c'est dans ces jours de fête que le pauvre, affranchi de la dure servitude du travail,
vient dans nos temples se placer à côté du riche, devant le trône du Père commun des hommes, et se consoler du présent par les promesses de l'avenir. Parce que dans les villages, riches et pauvres, on avait tous la même prêche, on avait la même église, on avait le même curé, on avait la même messe. Il n'y avait pas les messes pour les uns et pour les autres. Et quand c'était fait pour tout le monde. Là est l'enjeu, en fait, de la vraie laïcité. La laïcité, c'est un mot qu'on peut avoir en horreur, mais ne croyez pas, la laïcité a ses vertus. Elle consiste à interdire que l'autorité laïque se serve de l'autorité religieuse pour faire passer ses intérêts. Est-ce que j'ai été clair? Non, je reviendrai à un autre moment. Il existe une laïcité souhaitable, c'est celle qui interdit aux laïcs de se mêler de religion. Et c'était ça l'enjeu à l'époque. C'est d'ailleurs tout le fond de la querelle janséniste. Les jansénistes voulaient soumettre l'Église à l'État. Et bien ce sera la victoire de la constitution civique du clergé. Et ça se fera dès 1789, ou 10 je crois. Qui n'a entendu parler du peuple obligé d'aller à la messe par un curé tout-puissant qui le terrorise? Moi j'en ai parlé longtemps et à différentes reprises avec des gens qui se prétendent véritablement proches du peuple, qui disent que l'Église a toujours, le curé du village, terrorisé la population. Alors le curé, qu'est-ce qu'il est? Il est une autorité morale, il est chargé d'abord de la tenue des registres, il assiste aux assemblées des communautés, il est présent partout. Il n'y a pas une assemblée de village où le curé ne soit pas présent, il est évident qu'il va être là. Mais il vit sous la surveillance des paroissiens. Pas toujours si simple d'être curé de village. S'il exige, par exemple, on a vu des mauvais prêtres qui exigent de l'argent pour les sacrements. Tu vas la Covid, tu payes. Non. S'il fait des problèmes pour inhumer des personnes qui n'ont pas fondé de messe par testament, s'il se fait prier pour faire son travail, qui est le propre du mauvais prêtre, on le signale aux autorités supérieures. On va se plaindre. Le bon curé est un curé tranquille, mais un mauvais curé va pâtir. Des plaintes contre les mauvais curés pleuvront pendant tout le XVIIe siècle, mais au XVIIIe siècle, ça s'arrêtera, parce que les plaintes ont été suivies des faits. Et que les mauvaises attitudes des mauvais prêtres ont été corrigées à la demande des paroissiens. Les prêtres vivent de la portion congrue. Qu'est-ce que c'est la portion congrue? C'est une sorte de SMIC des curés fixé par le roi. Il est interdit de payer un prêtre moins que la portion congrue. Alors elle est congrue, elle n'est pas énorme, mais le village... Oui, alors le montant de la dîme c'est la partie, c'est l'impôt payé à l'église. Le montant de la dîme va au décimateur et pas au curé. C'est pour ça que, voilà, il y a quelquefois des frictions. Donc le plus gros de la dîme va au gros décimateur, c'est-à-dire plus haut dans la hiérarchie. Donc la communauté, elle est dans l'obligation de pourvoir aux besoins de son curé. Et si la portion congrue n'est pas suffisante, la communauté suppléera sans hésiter. Il est hors de question de vivre sans prêtre ou d'avoir un prêtre qui va nous faire honte parce qu'il est maltraité. La communauté prend ça en charge. La dîme a été établie par Charlemagne. C'est pas d'hier. En principe, elle est de 1/10 de la récolte. En fait, elle va de 1/13 à 1/40. 1/10 de tous les produits, pas seulement le blé ou les grains, mais les poules, les moutons, les cochons. 1/10 va à l'église. Et comment croyez-vous que l'église fonctionne? L'église fonctionne parce qu'elle perçoit la dîme, et la dîme la rend indépendante de l'État. C'est comme ça. C'est comme ça. Une ordonnance de 1695, alors ça c'est encore Louis XIV, c'est vraiment un grand roi. J'ai commencé mes recherches pleines de prévention contre Louis XIV, mais vraiment c'est magnifique, c'est magnifique. Il n'y a pas que du bien, mais disons le bien. Il a défini le logement que la communauté doit fournir à son curé. Et puis on n'a pas 2 chambres à cheminer, une pour manger, une pour coucher, un cabinet et une cuisine, un grenier sur la totalité du bâtiment, un puits si le local le rend indispensable, une fosse d'aisance, une petite cave et un cellier. Et voilà, c'est comme ça que doit être logé le curé. Le zèle religieux des habitants est partout, il est même quelquefois supérieur à celui des prêtres. Ça, il faut le savoir. L'idée du prêtre qui va menacer les habitants du pire s'ils ne lui obéissent pas, c'est de la rigolade. On a vu des remontrances faites au curé pour défaut d'instruction des enfants ou mauvais usage des sacrements à leur égard. Les parents veillent au grain, le curé est sous leur surveillance, comme le Seigneur. À Langres, en 1775, ça c'était les années Turgot, l'évêque de Langres a accepté de supprimer le lundi de Pentecôte. Alors vous avez vu que l'archevêque de Paris a dit non, l'évêque de Langres il a dit oui. Il y a eu un soulèvement des habitants. Ils se sont tous endimanchés, ils sont montés au clocher
Ils ont sonné l'attroupement autour du presbytère, ils ont fait un bacchanal pour forcer le curé à sortir syndic en tête pour aller leur faire leur messe du jour de lundi de Pentecôte, jour de congé. Et bien l'évêque avait dit, et bien les paysans ils ont dit autre chose. Voilà. Alors, quelques anecdotes truculentes et rigolotes. En 1579, un curé a voulu interrompre une procession contre le vœu des paroissiens. Les paroissiens voulaient absolument une procession, le curé n'était pas d'accord, il a commencé la procession, il l'a arrêté au milieu du chemin. Vous savez ce qu'ils ont fait les paroissiens? Ils l'ont mis à la rivière. Ils sont allés chercher le vicaire, et le vicaire a terminé. Alors évidemment, le curé a porté plainte. Vous imaginez, attendez, on ne se laisse pas faire comme ça. Donc il y a un magistrat instructeur qui est venu de la ville, mais il n'a trouvé aucun témoin, personne n'avait rien vu. Rien. Si un curé est sanctionné par sa hiérarchie, alors ça c'est l'autre face de la même pièce, s'il est sanctionné par sa hiérarchie pour une cause que la population conteste, eh bien la population va écrire à l'archevêque pour défendre son curé. Bec et ongles. Becs et ongles. Et le curé, le clergé visite toutes les paroisses pour en recevoir les doléances qui sont rédigées et signées sur le champ. C'est une espèce de droit de remontrance que l'Église donne à ses paroissiens pour s'assurer que tout va bien. Et dont la population use sans complexe. Les bons curés sont choyés d'une population qui les défendra armes à la main quand la Révolution va les mettre au pas. Le soulèvement vendéen, c'est quoi? Et on parle de la Vendée parce que c'est le plus connu, mais c'était dans toute la France. Les paysans ont pris les armes pour défendre leurs prêtres. La communauté villageoise est véritablement catholique, corps et âme, et elle entend le rester. Le seigneur résident ou non, d'origine ou de pièce rapportée, ça fera toute la différence. Le seigneur qui est le descendant du seigneur du temps des croisades n'a pas la même mentalité que celui qui vient d'acheter une seigneurie et qui veut, notamment Voltaire par exemple, il a acheté une seigneurie, il s'est fait appeler monsieur le comte, ce qui était complètement indu, et il a joué au seigneur. Il n'avait pas la même autorité que celui qui est descendant de gens enfin, ça ne remonte pas à la nuit des temps, ça remonte aux croisades, c'est pas la nuit des temps, ça fait quand même quelques siècles. Le seigneur, il est le familier du village. Quand il a besoin d'être secourable, il l'est. Il connaît tout le monde. Il faut savoir qu'il y a une véritable osmose entre la seigneurie et le village. Alors, sauf, je vous dis, le seigneur nouvel arrivé qui ne réside pas, le seigneur résident, il est témoin des mariages des gens du village. Il est le parrain de leurs enfants, sa femme est la marraine. Parfois, le fils du seigneur aura comme parrain ou marraine un paysan du village. Le seigneur et sa famille participent aux fêtes, ils dansent avec les paysans. Souvent, le fils du seigneur et celui du paysan ont appris à lire dans la même classe, la classe du village. Dans certaines régions, le lien s'est distendu par l'absence du seigneur. Quand le seigneur n'est pas résident et quand il fait gérer ses affaires par un intendant ou par peu importe, là, les choses peuvent tourner très très mal. Mais sinon, le seigneur qui vit en osmose avec le village, eh bien, ce sont ces seigneurs que, dans la Vendée et dans la Bretagne contre-révolutionnaire, les paysans iront chercher pour leur dire « Maintenant, vous nous défendez ». Alors que la doxin pro-révolutionnaire fait croire que le soulèvement de la Bretagne et de la Vendée, ce sont les seigneurs qui sont allés voir les paysans en disant « Vous nous obéissez, vous nous suivez », c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est la population paysanne qui est allée voir le seigneur en disant « Dites donc, vous vous souvenez qu'on vous paye, on vous entretient parce que vous portez les armes. C'est maintenant. » Et c'est comme ça que s'est passé le soulèvement vendéen. Et ça, c'est une illustration de ce qu'est véritablement la vie communautaire, la vie à la campagne et les authentiques rapports qu'il y avait entre la paysannerie et la seigneurie jusqu'au délitement, enfin bon, pour tout un tas de causes dont je vous ai un petit peu parlé, mais qu'on peut imaginer. Mais la règle, c'est que le paysan et le seigneur se croisent au moins tous les dimanches à la messe. Si le Seigneur est odieux, seule l'autorité supérieure, c'est-à-dire le roi et ses représentants, il pourra quelque chose. Si le Seigneur est odieux, c'est l'enfer. C'est l'enfer, parce qu'il est armé. Alors je ne dis pas que tous les seigneurs sont odieux. De toute façon, les seigneurs ne font pas battre les marais pour faire taire les grenouilles, ça c'est sûr. J'ai lu autre chose aussi dans les histoires qu'on me racontait
pour abolir les privilèges le 4 août 1789, les seigneurs qui reviennent de la chasse et qui ont froid aux pieds, ils ouvrent le ventre d'un paysan pour se réchauffer dans ses tripes fumantes. Mais vous imaginez les paysans qui laisseraient faire ça. C'est vraiment pas connaître ce que c'est que là. C'est n'importe quoi. Mais ça s'est dit, hein. Ça s'est dit, puis ça se répète. Hein. C'est du Michelet. Alors c'est pas Michelet qui l'a raconté, mais oui, c'est du genre, c'est le genre Michelet. Donc, si le seigneur est odieux, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas des seigneurs absolument abominables, il y a des gens abominables partout, y compris dans les seigneuries, ce que fera la centralisation monarchique, ça sera d'envoyer, le roi enverra dans les campagnes une autorité pour protéger la population contre les abus des seigneurs. Ça sera ça la centralisation monarchique. La centralisation monarchique, c'est le roi envoie ses représentants faire valoir son autorité au loin, c'est-à-dire dans les campagnes. Il y a un grand événement qui s'est passé en Auvergne en 1665, ça s'appelle les Grands Jours d'Auvergne. Les Grands Jours d'Auvergne, c'est les seigneurs, pendant toute la période de la Fronde, les seigneurs d'Auvergne ont commis des exactions abominables contre les populations. Le roi tape le poing sur la table, il envoie un tribunal spécial de juges triés sur le volet, il les envoie en Auvergne en disant « vous allez rétablir l'ordre ». Ça a duré 6 mois. On a coupé des têtes, on a coupé des châteaux et on a rétabli l'autorité royale. Et de façon tellement grave et tellement exemplaire que, de peur que les régions autour, de peur que le roi ne leur envoie des grands jours, tout est rentré dans l'ordre et l'autorité a été rétablie. Donc c'est ça l'autorité royale. Donc sans autorité supérieure, le mauvais seigneur est une plaie, mais il y a une autorité supérieure et elle est représentée dans la région par l'intendant. Le seigneur, imaginez-vous qu'il ne peut pas grand-chose si le village refuse d'obtempérer. Vous êtes un seigneur, le village vous doit des sous. Allez vous payer. Ça ne va pas, vous allez payer. Madame de Sévigné écrit en 1680 qu'elle préfère renoncer à des redevances que ces paysans refusent de lui payer parce qu'ils ergotent, ils ne veulent pas, ils écrivent, ils se disent bon allez, je laisse tomber. Le seigneur n'est pas vraiment tout puissant contre une communauté véritablement soudée. Donc si la communauté est sûre de son bon droit, et en général si elle lance un procès qu'elle est sûre de son bon droit, elle intente un procès. Or la situation va se détériorer au fur et à mesure que les seigneurs ne seront plus des gens d'épée mais des gens de robe, ce que je vous disais, quand les seigneurs ne vont plus être des gens descendants d'anciens guerriers ou des nobles porteurs de l'épée, mais des juges de la ville qui sont rompus à toutes les subtilités du droit, ben les paysans vont commencer vraiment à perdre leur procès, et ça va être le début du commencement de la fin. Alors, pour vous expliquer que le seigneur ne sème pas toujours la terreur, il faut que je raccourcisse. D'accord. Pour vous raconter que le seigneur ne sème pas toujours la terreur, vous savez que le seigneur avait son banc à l'église. Bon, alors le nouveau seigneur, il veut son banc aussi. Et certains veulent une bénédiction spéciale directement au goupillon et pas la bénédiction. Vous savez, aspergesme au début de la messe, le curé ne va pas s'arrêter pour un aspergéen plus qu'un autre bel seigneur et il dit « moi je veux ». Ben non, bah si, bah non, bah si. Alors, il y a un curé, il a dit « vous voulez ». Il a attaché une queue de cheval à son goupillon. Il a complètement noyé la perruque toute neuve du Seigneur qui était arrivée tout endimanchée. Et il y en a un autre, il a tellement trempé la dame du Seigneur qu'elle a été obligée de quitter la messe pour aller se changer. Alors il y a certainement eu des sanctions, parce que c'est pas possible autrement. En attendant, tout le monde a bien rigolé. Et ce genre de mésaventure déplaît tellement au Seigneur qu'il a intérêt à se tenir à carreau. Et faut pas pousser les paysans, quoi. Ben, je regrette que Stéphanie soit pas là, parce qu'elle le sait, ça, faut pas pousser les paysans quand même. Elle connaît ça. Et il y a un curé un jour qui a refusé d'encenser le Seigneur séparément. Pareil, l'encensement, on encense, le curé encense la communauté. Non, il voulait un encensement spécial. Il a fait, le Seigneur l'a poursuivi en justice pendant 26 ans. Il n'a pas voulu céder. Il y a eu 5 arrêts successifs qui ont condamné le curé à obtempérer. Il a obéi au 6e, 26 ans après. Donc, je vais vous dire que le Seigneur ne fait pas toujours la terreur dans le village. La charge des impôts. Alors les impôts, ils sont payés par les villages, c'est bien connu. La charge des impôts a été très très lourde. Elle a été source d'une oppression très douloureuse. La charge des impôts sur les villages, ça a été terrible. Alors, comment se fonctionnait la subdivision? Une élection, c'est la subdivision administrative chargée de l'impôt qui correspond au territoire de l'intendant. L'intendant, il gouverne une généralité dont la subdivision sur le plan de l'impôt s'appelle une élection. Et un élu, c'est un agent de l'élection.
L'impôt le plus lourd que l'élu va aller rechercher dans les villages, c'est la taille. S'en faire exempter est un sport national. C'est un sujet extrêmement complexe compte tenu de l'évolution de la seigneurie qui toujours tentera d'échapper à l'impôt. Toujours, les riches vont réussir à ne pas payer. Et moins les riches payent, plus les pauvres payent. Je ne vous fais pas un dessin. Le village se gère lui-même sur le plan de la répartition de l'impôt. Il décide de la somme de la répartition et de l'usage de ses charges communales à lui. Mais l'impôt, il ne décide de rien, il doit juste le répartir. Hein. Le village, je vous ai expliqué, il gère ses propres revenus et ses dépenses. Quand l'impôt arrive, on l'impose. C'est le principe de l'impôt, c'est qu'il est imposé. Hein. Mais, alors, la taille est très très lourde. L'impôt royal ne cessera d'augmenter jusqu'à devenir insupportable. Ça, c'est le sujet d'une autre de mes recherches, c'est l'oppression de la dette. La dette va monter jusqu'à exploser en 1789. Hein, c'est là que ça se passe. Donc, les élus reçoivent de l'autorité royale le montant de l'impôt qu'il va falloir répartir. Donc, les élus font les impositions en mai, ils envoient les rôles en juillet, et l'année fiscale commence le 1er octobre. Et les recouvrements dans le village commencent dès le début du battage. Donc, le montant doit être réparti dans le village, et qui est-ce qui va le répartir ? Ben, le village, la communauté. C'est la communauté qui va répartir l'impôt. L'assiette de l'impôt va être faite par des assesseurs qui sont pris à tour de rôle parmi les habitants. Et les assesseurs sont nommés devant le juge seigneurial. Ils sont toujours désignés par la communauté qui a été convoquée et réunie au son de la cloche à la sortie de la messe, etc., comme tout le reste. C'est comme ça qu'on répartit les impôts. Toutes les mutations survenues depuis l'année précédente sont déclarées publiquement et les réclamations sont entendues. Vous avez vendu votre champ, vous avez vendu ceci, cela. Tout le monde doit le savoir. Parce que sinon, l'assiette ne pourra pas être répartie de façon équitable. On discute de la réduction des cotes de certains pour services rendus. Le maître d'école, on lui allégera sa taille, je crois même qu'on lui supprime. Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont droit à des réductions de la taille, mais c'est décidé par le village, par l'assemblée des habitants. La répartition tiendra compte du résultat d'enquête sur le nombre de feux, la gelée, la grêle, l'incendie ou toutes les calamités intervenues dans l'année. Le sport local, alors là vous allez reconnaître la paysannerie française, consiste à cacher son aisance pour ne pas trop payer. De là l'image du pauvre paysan qui se plaint tout le temps. Ça revient de là. Mais il a une maison. Non, j'ai pas de porte, j'ai pas de fenêtre, j'ai pas de machin. L'assiette de l'impôt frappe les résidents et pas les propriétaires. Donc il faut résider là. Et si je vous dis que les nouveaux seigneurs, ils vont habiter ailleurs, donc ils ne payent pas. Et le seigneur qui réside en ville profite donc du village, donc il partage tous les avantages. Vous avez vu, il a les communaux, mais il ne partage pas les charges. Et les charges qui ne sont pas payées par les plus riches retombent sur la communauté. Alors là, c'est véritablement l'injustice de l'ancien système. Une fois déterminée l'assiette, il faut la collecter. C'est une charge impossible à remplir car il faut faire payer ses voisins. Alors c'est quelqu'un du village qui va aller voir, qui va aller collecter l'impôt. Personne n'était volontaire pour faire ce truc-là. C'est impensable. Bon alors tu me payes ton... Ça a été une horreur. Personne ne veut de ça, c'est une plaie et il était impossible d'être impartial. De toute façon, injuste ou pas injuste, il fallait payer. Et au village, tout le monde savait qui payait quoi. Ben oui, puisque c'était communautaire. L'impôt sera toujours injuste, aucune réforme n'aboutira jamais, et toujours ce sont les plus petits qui paieront le plus. Mais l'énormité de la charge fiscale fut plus que douloureuse à la paysannerie, mais jamais elle n'a été aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Le village et le service des armes, je vais être obligé de passer voilà, le service des armes au village, on en reparlera. Non, je vais vous dire juste la conclusion du village au service des armes. Le tirage au sort de la milice qui a envoyé des paysans se faire trouer la peau a mobilisé au plus fort du XVIIIe siècle 10 000 hommes. Alors, la convention en 93, c'est 300 000, et août 14, c'est 3 780 000, d'accord ? Pardon ? 10 000 au milieu du XVIIIe siècle, 300 000 pour la mobilisation générale qui a donné lieu au soulèvement, alors c'est 93, je crois que je ne dis pas de bêtises, 93, et août 1914,
3 780 000. En pleine moisson. Ce qui n'existait pas avant ça. On n'allait pas chercher. Non, pas moi. C'est la gueuse. Les sacrifices que la communauté villageoise s'est imposés pour avoir des écoles sont considérables. C'est la commune qui construit, qui achète ou qui loue la maison d'école et qui subviendra à la rétribution des maîtres. Il y a des écoles partout en France, dans tous les villages, depuis le Moyen-Âge. D'accord ? Alors, la Révolution qui a inventé les écoles, arrêtez. Un ambassadeur vénitien au XVIe siècle déclarait, après avoir traversé la France, qu'il n'y avait personne en France qui ne sût lire et écrire. Je pense qu'il exagérait, mais il y a quelque chose à retenir dans cette déclaration qu'il a écrite. Louis XIV a rendu l'école primaire obligatoire dans tout le royaume. Il n'a pas eu besoin qu'il la rende obligatoire pour qu'il y en ait, mais il l'a rendue obligatoire. Il l'a rendue obligatoire jusqu'à 14 ans. Le zèle des évêques n'était pas moindre que le zèle du roi pour multiplier les écoles, puisque les évêques exhortaient les curés à prêcher l'école en chair pour les paroisses les plus riches et les plus pauvres, parce que en faisant des enquêtes, on se rendait compte que toutes les paroisses n'avaient pas d'école ou d'école suffisamment. Donc, on faisait campagne pour qu'il y ait des écoles là où il n'y en avait pas. C'est l'Église, l'État et la communauté qui concouraient à la nomination des maîtres. L'Église en formant les maîtres, puisque c'est l'Église qui a le savoir, donc c'est elle qui va former les instituteurs, elle les approuve et les surveille. L'État, c'est-à-dire les intendants, autorise la nomination et l'entérine, mais qui choisit le maître et qui le paye? Mais la communauté. Jusqu'à la Révolution, c'est l'Assemblée générale des habitants qui nomme les maîtres d'école, qui les recrute, qui va les chercher et qui leur donne le programme qu'ils vont appliquer. Le 19 présent du mois, sur invitation d'un des syndics, dit un curé, j'ai annoncé au prône de ma messe paroissiale qu'il y aura le dimanche suivant, 26 aussi du présent mois, une assemblée générale des habitants à l'effet de procéder à l'élection d'un maître d'école et que tout un chacun des habitants était prié de présenter les sujets qu'il croirait capables de remplir le rectorat de la paroisse. Vous connaissez quelqu'un, allez, vous allez le chercher. Et puis quand on ne trouve pas, on va en ville et puis on met des petites annonces. Nous recherchons un maître d'école, on appelait ça un recteur d'école, pour tel village. On a mis des affiches partout, on demande au curé d'examiner les candidats, et on fait aussi examiner les candidats par une commission des habitants qu'on considère les plus instruits. L'élection du maître ou du recteur d'école a lieu à haute voix. S'il y a des réclamations, on va demander l'arbitrage de l'intendant, puis on va convoquer une nouvelle assemblée. La nomination du maître est donc de la responsabilité exclusive des habitants, une fois pris les avis de toutes les personnes compétentes. Il est impensable qu'aucune autorité impose un instituteur à un village, ni le roi, ni l'Église. Ce sont les parents qui gèrent l'école. On rédige avec le maître un acte qui sera encore débattu et consenti à l'Assemblée. C'est un contrat d'embauche du maître, rédigé comme un bail 369, à la volonté des parties. On fixe son salaire, ses avantages, par exemple l'exemption de la taille. Outre la classe, on pourra lui demander de sonner les cloches, de conduire l'horloge, tout ça c'est un contrat. Si tout le monde est d'accord, c'est comme ça que ça va se passer. Le matin, la classe commence. Alors c'est uniquement en hiver, hein. En été, les gosses ils sont ailleurs. Hein. Le matin, la messe. Ensuite, la lecture, l'écriture, l'arithmétique, le latin, indispensable, copie des textes sur une page blanche, et la demande est très forte de la part des parents qu'on apprenne à leurs enfants à lire les vieux manuscrits. Ça s'appelle la paléographie. Lire les vieux manuscrits, vous avez deviné pourquoi? Pour qu'on puisse aller rechercher dans les anciens textes des droits, pour pouvoir contester éventuellement des abus du Seigneur, ou pour pouvoir rechercher d'anciens droits. Donc on veut pouvoir lire les anciennes chartes de la communauté. Donc les parents ont toujours voulu, et ils se sont imposés de très très lourds sacrifices pour que leurs enfants puissent aller à l'école au village, école obligatoire par Louis XIV jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc c'est l'Assemblée générale des habitants qui décide qui paye quoi. Aucune injonction ne vient de plus haut, sauf le salaire minimum imposé par le roi. Dans certains pays, on peut payer en nature. Vous êtes trop pauvre, vous ne pouvez pas payer le salaire du vous allez lui donner un poulet, un morceau de cochon, du lard, enfin bon. Et hors période scolaire, le maître peut se rendre utile à d'autres occupations à sa portée.
Je laisse tomber là, je vais absolument arriver à la conclusion parce que vous allez voir, c'est très très important. Vous avez vu que le paysan est penché sur la glèbe et qu'il a l'air même pas... il est noir, il a une espèce de grognement qui sort de sa bouche, il paraît que c'est un homme, enfin bon. Vous avez vu que la réalité n'est pas ça. Et on dit que le paysan se nourrit d'eau, il boit de l'eau et il se nourrit de racines et de pain noir. Bah voyons. Bah, voyez, la gastronomie française, elle a été inventée où, à votre avis? Dans les châteaux? Dans les salons de Madame de Pompadour? Comment croire à une paysannerie mal nourrie et penchée sur la glèbe, soumise à son curé et terrorisée par le Seigneur? Les ressources de nourriture du paysan sont infinies. Alors il a le pain déjà, mais il y a aussi la châtaigne et toute une variété de pois, de fèves, de haricots, à la condition d'avoir un lopin pour pouvoir les planter. Vous êtes d'accord? Personne n'est trop pauvre pour n'avoir pas quelques porcs qui retournent la terre pour manger des racines. Vous avez retiré, vous avez arraché des... Vous n'avez pas arraché, vous avez coupé des ronces. Il reste de la racine. Lâchez un porc, vous allez voir. Ils vont à une terre, après, vous pouvez passer le peigne. Puis après, le cochon le mange. Ah bah oui. Et on envoie également les porcs dans les bois. Ils nettoient les bois. Le saloir du paysan est plein de viande de porc et son cellier est plein de viande fumée. La soupe du paysan, elle est au pain. C'est une soupe de pain, mais dans laquelle on met du lait, du beurre, de la crème, du fromage, du lard, des légumes divers, du chou, de l'oignon, de la ciboule, de l'ail, de la laitue, de la bête, du cresson, de l'endive, de l'ail, qu'est-ce que j'ai déjà dit, du persil et de la rue. Vous croyez que le paysan mange des racines? Bah oui, des carottes par exemple. Ou des navets. Puis il y a un beau jour de la patate. Tout ça, c'est de la racine. Ça nourrit bien, non? Et les arbres, ils ne donnent pas des pommes, des noix, des noisettes avec lesquelles on fait de l'huile? Vous imaginez le paysan nourri de pain noir et de racines, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et qui n'a pas des poules dont on va consommer la viande une fois l'an, mais les œufs tous les jours? On boit de l'eau? Bah oui, quand on ne boit pas du vin, du cidre, on brasse sa bière. D'où croyez-vous que vient la gastronomie française? Faire croire que le paysan ne mangeait pas de viande est une plaisanterie. D'ailleurs, comment Voltaire peut-il en même temps dire qu'il ne mange pas de viande et reprocher au curé de leur imposer de ne pas en manger pendant le carême? Vous suivez? La profession de boucher était tellement florissante qu'il y avait plusieurs bouchers par village. Pendant le carême, tous les vendredis, on s'abstient. Donc, c'est le jour du poisson. Où est-ce qu'on va trouver le poisson? Bah, dans les étangs. Les étangs, avant que les lumières arrivent en disant « ce sont des marais putrides, on va les transformer en terre à blé ». Et ça fait reculer le niveau de vie du paysan. La condition pour se nourrir bien, c'est d'avoir des bêtes et de pouvoir nourrir les bêtes. Plus on clôture les champs, moins il y a d'espace disponible pour nourrir les bêtes. C'est le progrès des Lumières et du capitalisme, enfin des Lumières, disons des Lumières, de la physiocratie, toute la nouvelle mentalité libérale qui va faire reculer le niveau de vie du paysan jusqu'à l'explosion de 1789. Aussi longtemps que les paysans ont vécu dans l'ancien système, sauf en période de guerre qui est la calamité habituelle, c'est l'abondance. C'est l'abondance. L'abondance de l'alimentation est tributaire de la possibilité de nourrir ses bêtes gratuitement et tout recul de la communauté verra automatiquement l'appauvrissement des pauvres et l'enrichissement des riches. L'État a été pendant longtemps oppresseur par la charge fiscale qu'il a imposée, mais le défenseur avec la surveillance paternaliste des intendants qui ont interdit, comme je vous l'ai dit, les procès mal engagés. En prenant sous son aile la communauté, le roi a préparé leur mort. Parce qu'à partir du moment où l'autorité de l'intendant va se mêler des affaires du village, quand l'intendant est du bon côté, c'est bon, quand il devient physiocrate et homme des Lumières, c'est la catastrophe. Et c'est ça qui s'est passé. Le 27 juin 1787, poussé par le besoin de réforme nécessaire à la levée de nouveaux impôts, parce que 1787, le trésor royal est aux abois. La dette est monstrueuse, monstrueuse. Poussé par le besoin de réforme, le roi a créé dans les villages des municipalités que Turgot lui suggérait 12 ans plus tôt. Les municipalités vont remplacer le régime absolument démocratique que je vous ai raconté et qui concernait les assemblées de villageois. On va les remplacer par des municipalités dont le seigneur et le curé vont faire partie de droit. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais seuls 3, 6 ou 9 membres, selon le nombre de feux, vont les composer. Et ces membres seront
les seuls habitants qui payent 10 livres d'imposition foncière personnelle minimum. C'est-à-dire qu'on va transformer l'assemblée villageoise en assemblée des possédants. Alors qu'avant, on allait chercher le clodo du village qui ne voulait pas venir, on allait le chercher pour qu'il participe. Là, on l'a exclu. À la veille de la Révolution, les communautés villageoises qui ont conduit la vie des paysans depuis des siècles sont abolies et remplacées par des municipalités aux mains des possédants. La Révolution française, elle a été perdue par les paysans, non pas en 89, mais en 87. 1787, le 25 juin. On a appelé ça le progrès, les municipalités. La seule protection des plus humbles, à partir de ce moment-là, dépendra uniquement de la présence des curés à ces assemblées. Et bien, la Révolution arrivant, on va mettre les curés dehors, de la façon dont vous le savez. Pour mener à bien sa révolution capitaliste, la classe montante a dû se débarrasser du roi, de l'Église et de la communauté villageoise qui a fait ce pays depuis la nuit